Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 20 décembre 2021. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur la pandémie et en particulier la constitution de la cellule de crise, d'une cellule de crise dans un contexte de pandémie. Cette vidéo est faite dans une perspective d'éducation populaire. Je n'accepte aucune donation. Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec moi à claudelaf@hotmail.com. Mon background, je vais y revenir très rapidement. Je suis diplômé de l'Université de Montréal, 2 bacs, 3 maîtrises, une scolarité de doctorat. J'ai fait du bénévolat pour la Revue du Barreau. Je suis un ancien militaire et j'ai fait carrière principalement au Service correctionnel du Canada, en plus de mes fonctions comme avocat. J'ai opéré un cabinet à Boucherville que je continue d'opérer d'ailleurs, mais de façon, je vous dirais, informelle, dans le sens que ma pratique, je me limite à l'enseignement et à l'écriture. Maintenant, j'aimerais aussi préciser que parmi mes autres activités bénévoles, j'ai travaillé bénévolement pour les victimes d'actes criminels. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, la cellule de crise. On sait que le gouvernement actuel, avec son chef, dirige une cellule de crise pour traiter des questions de la pandémie. Bon, voici. Maintenant, vous pouvez vous poser, vous interroger de façon tout à fait légitime, à savoir quelle est mon expertise en matière de crise, de cellules de crise. Eh bien, je vous dirais qu'à cet égard, au service correctionnel, les crises sont très fréquentes et il y avait là des groupes qui géraient des crises et qui se constituaient en cellules de crise dans des contextes parfois extrêmement violents, extrêmement difficiles. Et évidemment, j'ai mon expertise comme avocat et ma formation à l'Université de Georgetown à Washington. Fait qu'un combiné de tout ça m'amène aujourd'hui à vous exposer comment moi, je verrais une cellule de crise, à savoir, si vous voulez, le manuel d'opération, la procédure, en quelque sorte, et finalement la constitution comme telle de la cellule de crise et sa gestion. Voilà. Parmi les points importants que j'aimerais couvrir, c'est d'abord quelle est l'utilité de la cellule de crise, mais en particulier de la constitution d'une bureaucratie, entre guillemets, autrement dit, le fait de constituer des archives de la cellule de crise et dans un souci, bien entendu, de transparence, de divulgation, mais aussi afin de prévenir les coups durs, à savoir des périodes de transition quand une personne, un membre de la cellule de crise démissionne, disparaît ou, disons, souffre d'une maladie chronique et doit être remplacée ou décède, ou que le gouvernement change, etc., etc. Donc, il y a de bonnes raisons de constituer une documentation solide pour asseoir la cellule de crise, ce qui donne au gouvernement l'impression, à tout le moins, de rigueur, de crédibilité et de transparence. Voilà. Voilà. Aussi, je dois prendre en compte un aspect important, c'est que j'ai été un avocat d'affaires et comme avocat d'affaires, l'entreprise, incorporée ou non, comme on dit, est gérée, existe principalement par son conseil d'administration qui décide les orientations de l'entreprise, la gestion de l'entreprise et finalement qui prend les grandes décisions.
c'est difficile de ne pas faire d'analogie entre la cellule de crise du gouvernement et un conseil d'administration. Donc, où il y a l'aspect de crise à proprement parler, là, si on veut faire des liens avec le genre de crise que peut gérer le Service correctionnel du Canada à l'interne versus les décisions prises par un conseil d'administration et comment, si vous voulez, la procédure, la gestion à l'interne d'un conseil d'administration d'une entreprise incorporée ou non. Donc, c'est à partir de tout ça, du rassemblement de tout ce que je viens de vous dire, que je vais vous soumettre une hypothèse de cellule de crise en 20 points. En 20 points. Mais avant, je vais faire un commentaire que je me dois de faire, parce que ce que je constate à l'heure actuelle dans le contexte de la pandémie, c'est qu'il serait important, fondamental même, que tous les contrats avec les grandes compagnies pharmaceutiques soient divulgués au public. Je pense que c'est une question de crédibilité du gouvernement, une question de rigueur, et que ces contrats soient examinés par l'Assemblée nationale, par la Chambre des communes, et qu'on puisse poser des questions. À ce jour, je n'ai rien vu de tel. Bon, peut-être que ça va se corriger, j'en ai aucune idée. Deuxième point à couvrir et qui est important à mon avis, c'est que, voyez-vous, au sujet des victimes de la COVID, on parle de 5000 victimes dans le dossier des CHSLD, notamment au Québec. Je pense que le fait de naître et de mourir, ce sont des actes publics. Et la constitution du registre de l'État civil confirme cela. Les raisons du décès, les circonstances particulières de la naissance, je comprends que c'est couvert par le secret professionnel, par les aspects de vie privée, mais le simple fait de naître et de mourir, en particulier mourir dans un contexte d'urgence sanitaire, d'urgence publique, c'est un peu comme un soldat qui meurt au combat, n'est-ce pas? C'est un acte public. Et c'est la raison pour laquelle l'identité de ces personnes, ces 5000 personnes décédées dans des circonstances tragiques, publiques, en raison d'un phénomène qui est un peu l'équivalent pratiquement d'un acte de guerre, eh bien, il faudrait savoir, il faudrait les connaître. Et ça, c'est un commentaire, à mon avis, important et qui pourrait aider dans le contexte d'une enquête publique sur ces tristes événements des CHSLD. Comme je le dis, je ne vois pas l'aspect privé du fait de mourir. Mourir est un acte public, tout comme naître. Les circonstances autour, ça c'est autre chose. C'est privé. OK. Donc, mais dans le cas de la COVID, évidemment, on fait exception parce que là, on est dans une situation d'urgence sanitaire publique décrétée par l'État. OK. Venons-en à la fameuse cellule de crise et comment j'y m'imagine. Comme je le répète, la constitution d'archives est importante dans un contexte de transition, mais aussi pour l'histoire, pour les historiens, afin que le gouvernement, si vous voulez, soit crédible ou ait été crédible crédible et rigoureux dans ses actions. Et il faut laisser pour ça des souvenirs aux générations futures, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et il faut laisser des traces, il faut laisser des archives, c'est extrêmement important. C'est la raison de mon intervention aujourd'hui. Bon, premièrement, la cellule de crise, je l'imagine en 20 points que je vais vous exposer brièvement. Premièrement, les membres de la cellule de crise. Qui va les choisir? Quels vont être les critères retenus pour la sélection des membres de la cellule de crise, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Le CV, si vous voulez. On parle ici d'un cabinet restreint, si vous voulez. Donc, des individus dont on connaît le passé, les antécédents, qui disposent d'une cote de sécurité très élevée, la plus élevée qu'un gouvernement peut donner, tant au fédéral qu'au provincial,
qui dispose aussi d'une certaine expertise, ce que l'on va constater dans le curriculum vitae. Et évidemment, c'est l'autorité la plus haute de l'État qui va choisir les membres de la cellule de crise. On pense ici au premier ministre du Québec, du Canada. Bon. Aux États-Unis, ben, c'est le président, bon, si on veut faire une analogie. Bon. Ça, c'est le premier point. La sélection des membres, n'est-ce pas? Et ce qui pourrait comprendre des experts. Le deuxième point important, c'est ce que moi j'appelle le modèle suivi, à savoir que fixer certains paramètres. Il faut qu'il y ait des... Il faut qu'on prenne pour acquis, pour évident, certaines réalités, à savoir qu'une cellule de crise, on peut gérer ça un peu comme un conseil d'administration, n'est-ce pas? Et non pas des réunions de corridors, des réunions de toilettes, des rencontres au hasard comme ça. Là, on ne décide pas comme ça sur le bras, comme on dit en bon québécois. Là. Une cellule de crise, ça doit se réunir dans un local déterminé, choisi avec des portes scellées, avec une sécurité évidente et surveillée par des gardes à la limite, avec des installations d'ordinateurs et d'écrans à l'intérieur, un peu comme un war room, là, littéralement, là, ce qu'on a vu au cinéma, là, ou enfin ce que Robert Gates et le président Obama, lorsqu'ils ont décidé de l'attaque contre Ben Laden là, au Pakistan, ça, il fallait le faire. Eh bien, c'est dans des installations physiques de cette nature, mais gérées à l'interne comme un conseil d'administration, vraiment là, comme un conseil d'administration, et assurer, bien entendu, que toutes les conversations vont être gardées, que les délibérations et les conversations vont être gardées secrètes jusqu'à ce qu'ils soient divulgués dans des procès-verbaux. Mais ça, je vais y revenir. Troisièmement, un point important, il faut un secrétaire général. N'est-ce pas? Ça prend quelqu'un qui va tenir la bureaucratie, qui va s'occuper en quelque sorte de prendre des notes durant la réunion, voire même enregistrer les conversations, les interventions durant la réunion et préparer les propositions, etc. Mais ça, je vais y revenir. Donc, il faut que la haute autorité détermine un secrétaire général. Quatrième point, il faut un calendrier de rencontres. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas la durée de la pandémie, à savoir que l'urgence pourrait éventuellement être levée, indépendamment de ça, il faut prévoir un calendrier de rencontres et prévoir des rencontres d'urgence. C'est-à-dire que si jamais entre deux dates, il doit y avoir une rencontre d'urgence, eh bien qu'on puisse déterminer qui va y assister et où ça va se tenir, où cette réunion va se tenir. Autrement dit, il faut qu'il y ait une mécanique assez bien comprise avant de la roder, de la mettre en exécution. Donc, voilà, il faut nécessairement un calendrier et prévoir des espaces pour des urgences, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Là. Vous comprenez, là? C'est une période de guerre. Là. Bon. Cinquième point, l'ordre du jour. Ben, le secrétaire général, évidemment, va préparer l'ordre du jour qu'il va transmettre aux membres. Ça se fait comme dans n'importe quel bon CA, n'est-ce pas? Et un ordre du jour qui peut être amendé et qui va être transmis plusieurs jours avant la réunion. Bon, on peut dire peut-être 24, 48 heures, 72 heures, tout dépendant de l'état de la situation et tout dépend des amendements qu'on pourrait vouloir y apporter. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, l'adjudant, celui qui s'occupe de la discipline, en quelque sorte. On s'occupe de transmettre les ordres du jour. Sixième point, les appels de proposition ou de résolution, à savoir que le secrétaire communique avec les différents membres et il appelle pour des résolutions s'ils ont des idées, s'ils ont des préoccupations, etc. Cet appel de résolution, de proposition comprend aussi
l'intention du chef de l'autorité suprême, si vous voulez, de l'État, quelles sont ses intentions, et ça doit prendre la forme de propositions qui vont être d'une importance particulière, parce qu'évidemment, le chef de l'État annonce la direction générale, enfin l'orientation générale pour réaliser les objectifs de la stratégie. Donc, on parle d'un appel de proposition ou de résolution faite par le secrétaire général à tous les membres, ce qui comprend le premier ministre. Bon. Ensuite, point numéro 7, des projets de résolution vont être transmis au secrétaire général, qui lui va aller en quelque sorte peaufiner, corriger et communiquer à chacun des membres. Et en fait, ça va être, si vous voulez, la tâche, le travail à exécuter, les propositions à examiner, autrement dit, le contenu de la réunion. Donc, les projets de résolution sont communiqués. Point numéro 8, à ce moment-là, il faut penser à un ordre du jour amendé. Il pourrait y avoir des ordres du jour amendés en fonction des propositions ou des résolutions soumises. Point numéro 9, on est dans un contexte très particulier d'urgence sanitaire. Il faut choisir des experts indépendants. Et là, il faut que la cellule de crise désigne officiellement des experts indépendants. Des experts vraiment indépendants, c'est-à-dire des experts dont la réputation, les connaissances sont à toute épreuve, ou presque à toute épreuve, et qui ont une réputation dans le public, et qui surtout ne sont pas rémunérés par l'État. On parle ici, on va faire appel au bénévolat, autrement dit, l'expert devient, si vous voulez, d'une certaine manière, se place au service de l'État pour la collectivité, n'est-ce pas? Et comme ça se fait en temps de guerre, par exemple, n'est-ce pas? Où les meilleurs se mettent au service de tous et non rémunérés. Hein, pas question, non. Non, parce que le fait d'être rémunéré, d'être au service de l'État, là, du point de vue de la crédibilité, de la rigueur, passez-moi l'expression, mais ça en prend pour son rhume. Là, on se retrouve un peu comme dans une cour de justice. Donc, un choix d'experts indépendants, de très grande réputation, tant par leur formation que par leurs exploits, et en même temps les contraindre aussi à divulguer tous leurs intérêts. Parce que là, vraiment, c'est un service d'une importance capitale pour la nation. Point numéro 10, soumettre à ces experts des demandes d'expertise. En quoi va consister leur participation? Important. Évidemment qu'ils devront produire des rapports qui vont être déposés à la cellule de crise et communiqués à chacun des membres pour être discutés, commentés, etc. Le point numéro 11, je l'avais annoncé un peu avant, c'est l'organisation physique des réunions, à savoir détermination de la salle, la sécurité, les écrans, l'accès aux ordinateurs, ainsi de suite. Donc, voilà. Le point numéro 12, c'est la tenue des réunions à proprement parler, à savoir s'assurer des disponibilités des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne pourront pas être présentes, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à préparer le café, là, si vous voulez. Évidemment, si la réunion s'étend, il va probablement falloir un traiteur, ou bien donc que les gens apportent leur lunch en temps de guerre. Apportez vos sandwichs. Bon. Durant le point numéro 13, le point numéro 12, la tenue de la réunion, le point numéro 13, l'examen des propositions, des résolutions, des expertises,
des amendements à apporter, donc le contexte de la discussion. Le point numéro 14, on examine de façon plus spécifique les rapports des experts. Point numéro 15, convoquer les experts au besoin afin qu'ils s'expliquent sur le contenu de leur rapport. Point numéro 16, considérer les aspects interministériels, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, une situation d'urgence, une pandémie, n'a pas seulement un impact sur le côté médical. Hein. Il va y avoir des répercussions économiques. Il y a déjà, on le voit, là, des répercussions économiques et sociales terribles. On parle de faillite d'entreprise, de réorganisation d'entreprise. Donc, tout ça va nécessiter un support financier aux entreprises, ce qui a déjà été fait par les gouvernements actuels. Mais je pense que ça doit être discuté dans le contexte de la cellule de crise. Je ne sais pas si ça a été fait là, dans le contexte actuel, mais je pense que dans mon modèle de cellule de crise, pour moi, c'est important qu'il soit présent. L'aspect interministériel, que ce soit l'impact au niveau du financement à l'échelon fédéral, on parle de l'impact en ce qui concerne les banques, le coût de la vie, l'inflation, la chaîne d'approvisionnement. Fait que là, vous voyez un peu le topo, là, dans une situation de crise comme ça. Là, on ébranle l'édifice de l'État et aussi, disons, de la communauté, du secteur privé qui doit s'ajuster et tout ça va probablement nécessiter un support financier quelconque, qui a déjà été fait, je pense, de façon très généreuse par nos gouvernements, peut-être même un peu trop, là, mais enfin, ça c'est une opinion, là, ça vaut ce que ça vaut. Bon, le point numéro 17, très important. Une fois que la réunion a eu lieu, que les décisions ont été prises, là, à ce moment-là, il faut des relations publiques, mais il faut des relations publiques non pas à un rythme excessif et non pas trop fréquent, parce que là, comme on dit, on peut devenir toxique très vite. Hein. C'est un peu lorsque vous voyez une annonce publicitaire, si vous la voyez trop souvent, vous finissez par haïr le produit. Bon, ben, en marketing et en politique, c'est un peu la même chose. Quand vous voyez trop souvent le visage de quelqu'un à la télévision, bien, il finit par vous taper sur les nerfs. Hein? Bon, ben ça, c'est toute une réaction humaine tout à fait normale. Les spécialistes américains, européens du marketing ont identifié ça depuis longtemps. On devient toxique à ce moment-là et c'est très mauvais. Donc, il faut prévoir des relations publiques bien dosées, transparentes, ne pas essayer de cacher quoi que ce soit à la presse. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il faut mettre la presse dans le coup, mais à partir des faits et de la vérité, et non pas à partir d'un narratif préfabriqué pour plaire ou déplaire à certaines personnes, ou encore pire, pour dissimuler la vérité ou ne pas dire des faits importants, etc. Donc, c'est important d'avoir une divulgation, de faire preuve de transparence et de ne pas forcer les journalistes à aller à l'accès à l'information parce que, bon, on veut dissimuler ceci, cela. Forcer la presse à procéder par la commission d'accès à l'information, c'est une très mauvaise idée. Je pense qu'à un moment donné, il faut rencontrer la presse puis leur donner une copie de tout. Allez-y, foncez. Je pense que c'est une question de rigueur et de crédibilité. N'est-ce pas? Il n'y a rien de pire que d'avoir l'air bizarre. Je n'irai pas plus loin dans mon commentaire. Hein, d'avoir l'air de quelqu'un qui est sur la retenue. Hein. C'est ce qu'on dit, avancer sur les breaks, comme on dit en bon québécois. Hein. Ça, là, c'est mal paraître. Il faut éviter de mal paraître. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être bonasse et s'imaginer que, donc, il faut être transparent, éviter l'opacité, même l'apparence de l'opacité. Là, au 19, là, évidemment, après la réunion, là, c'est le travail du secrétaire général qui va constituer les procès-verbaux de la réunion et qui va les transmettre aux membres de la cellule de crise qui vont peut-être demander des corrections, des ajustements et va
le secrétaire va éventuellement produire un PV final qui doit devoir être rendu public. En ce qui me concerne, c'est très clair. De rendu public, ce qui est le point numéro 20, à savoir un PV final, les rapports d'experts finaux rendus publics, divulgués. Ça évite de faire du blablabla, d'aller, de prendre du temps d'antenne, de télévision, de donner l'impression d'être en campagne électorale ou de gérer par sondage. C'est de faire confiance au public, n'est-ce pas? Vous créez un site Internet et sur le site Internet, vous affichez toute la documentation de la cellule de crise. Là, on est en urgence médicale, on n'est pas dans un comité, un war room militaire. Là. Un war room militaire, c'est autre chose. Hein, un war room militaire, là, ou encore dans les services correctionnels ou dans la police, là, il y a des stratégies parce qu'il y a un ennemi. Là, ici, l'ennemi, c'est le virus. Bon. Ben là, le virus, là, il n'y a pas un Beretta, un 38 ou un canon. Là, hein. Il n'y a pas de. A priori, là, il n'y a pas d'intelligence attachée au virus. Il est dans la nature, il se répand, puis il est un peu. Il est stupide par essence. Hein, mais il peut être partout. Voilà, il y a là le problème. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas divulguer. Quand on n'a rien à cacher, on ne divulgue rien. Quand on n'a rien à cacher, qu'on est en politique, on prend un document, on prend le papier, on le donne aux journalistes, on les affiche sur un site Internet. On dit c'est ça qu'on a discuté à telle réunion, à telle date, tel jour. La prochaine réunion est prévue pour telle date, tel jour. Vous allez avoir toute la documentation aussi pour la prochaine. Et s'il y a quelque chose de grave qu'on doit conserver, qu'on doit classer, comme comme ne devant pas être divulgué au public pour des raisons, exemple, de négociation commerciale. Je sais pas, moi, j'avais 2 entreprises de vaccins qui, dont les prix vous paraissent troublants. À ce moment-là, pour des raisons de stratégie, de négociation commerciale, les avocats du gouvernement sont tout à fait justifiés de dire ça sort pas dans le public. Et là, à ce moment-là, on va négocier solide. Et quand la négociation va être terminée, qu'on va avoir fait notre choix pour un médicament, pour un vaccin, ou peu importe, une entreprise de distribution, ça, on va divulguer dans le public. Évidemment, ça laisse sous-entendre qu'il y a une sorte d'appel d'offres informel, comme dans les dossiers d'infrastructure. Mais étant donné qu'on est en urgence, que c'est informel et qu'il y a plusieurs joueurs qui se pointent, évidemment, quand il y a un seul joueur qui se pointe, c'est autre chose, là. Mais quand il y a plusieurs joueurs qui se pointent, qui veulent avoir le contrat du gouvernement, là, à ce moment-là, on peut jouer de stratégie et ça, c'est secret. Ça, on n'a pas à divulguer ça. N'est-ce pas? Les avocats, on sait très bien là, ce qu'on peut dire et ne peut ne pas dire pour nuire aux intérêts de notre client. Ben là, le cabinet de crise, c'est pour ne pas nuire aux intérêts de la collectivité québécoise, de la province de Québec. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, c'était mon hypothèse. Comment moi je vois ça. C'est une expérience une expérience théorique que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je veux faire ma vidéo la plus courte possible parce que c'est un peu de technique. Mais je pense que tous et chacun maintenant, avec ce que nous vivons, ça va faire 2 ans bientôt, là, on est comme on dit, comment on se voit, comment on ferait ça, nous, pour le meilleur comme pour le pire. N'est-ce pas? On s'imagine parfois être au centre du jeu politique et économique et stratégique. Et voici les cartes, comment moi je les jouerais. Bon. En ce qui concerne la cellule de crise, ben là, je vous ai offert ma vision. Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se reparle.
éventuellement pour une prochaine vidéo. À toutes et à tous, bonne journée.